Sur une des artères principales du centre-ville de Dijon, les équipes de l'INRAP interviennent sur le futur chantier du tramway. Ces travaux permettent aux archéologues de mener des fouilles au cœur de la ville et de redécouvrir les vestiges de son histoire. Comme ici où le tracé du tramway empruntera l'espace occupé par les anciens remparts de la cité. Jusqu'au XIIe siècle, la ville de Dijon s'organise autour d'un castrum datant de la fin de l'Antiquité et du bourg médiéval de l'abbaye de Sainte-Bénigne. C'est le duc de Bourgogne qui décide de fermer l'espace de la cité. Petit à petit, les remparts apparaissent. C'est au nord de la ville, le long de la rivière Suzon, qu'ont lieu les fouilles actuelles. Une rivière aujourd'hui oubliée par les Dijonnais car canalisée depuis des années. Les fouilles permettent de redécouvrir tout un contexte urbain organisé autour du Suzon. Le Suzon entre dans Dijon par le nord, en passant sous cet arc-là. Là, c'est l'un des bras. L'autre bras est aujourd'hui canalisé, il est sous mes pieds, sous la dalle de béton. Et puis, à partir d'ici, on se trouve à l'extérieur et on se trouve entre deux quais qui sont maçonnés et en très bel appareil. Et entre ces quais apparaît un pont. Ce pont est mentionné pour la première fois dans un texte de 1314. Il est alors nommé pont aux ânes. Là, je suis sur le pont aux ânes et je marche, ainsi que Stéphanie, nous marchons sur le premier sol carrossable qui franchissait ce pont. On voit d'ailleurs des traces d'ornières, donc de charrettes qui ont emprunté ce pont. Sur le site, à quelques pas du pont, les archéologues ont aussi retrouvé l'emprise d'un autre bâtiment. Sur cette photo datant du début des fouilles, on découvre l'emprise semi-circulaire d'une tour. Construite au XVIe siècle, on en connaît quelques rares représentations. Elle est connue des historiens sous le nom de Tour de la Trémouille. Mais la vraie surprise pour les archéologues a été de découvrir sous ce bâtiment du XVIe siècle les vestiges d'une autre tour, datant du XIVe cette fois-ci, et de forme rectangulaire. La tour antérieure, on ne la connaissait absolument pas. C'est la découverte, c'est l'élément fondamental de cette fouille. C'est le dégagement et l'analyse de cette tour de plan rectangulaire. Enfin, plus que rectangulaire, puisqu'on voit qu'on a des arrachements de murs. En fait, elle se prolongeait du côté des fossés. Et pour l'instant, on ne sait pas très bien encore comment tout ça fonctionnait. Donc, on va aller voir de plus près. La tour du XVIe a donc été construite sur celle du XIVe, mais ces deux bâtiments avaient une même fonction. Elle servait à la défense de la ville, mais aussi au contrôle du débit de la rivière Suzon. La tour, c'est une tour d'eau, c'est une porte d'eau, pardon. C'est une porte d'eau, c'est ça qui est intéressant et rarement conservé en élévation, donc on manque de modèles. C'est une porte destinée à faire entrer l'eau dans la ville. Avec cette tour, les quais et le pont aux ânes, c'est toute une opération d'urbanisme liée à la rivière Suzon que redécouvrent aujourd'hui les Dijonnais. Un peu plus loin, toujours sur l'axe des anciens remparts, nous arrivons place de la République. On est sur une toute nouvelle tranche qu'on commence tout juste d'attaquer depuis quelques jours et qui va être notre nouveau chantier place de la République sur la suite de la question des remparts de Dijon. Bonjour! Ici, à quelques centaines de mètres de la première zone de fouille, ce qui intéresse les archéologues, c'est de comprendre les évolutions des remparts de la ville au XVIe siècle. En particulier, au niveau de ce bastion en forme d'as de pique. Il est connu sous le nom de Bastion Saint-Nicolas. Cet ouvrage militaire est construit suite à un épisode mouvementé de l'histoire de la ville. Cet événement est représenté sur cette fameuse tapisserie conservée au musée des Beaux-Arts de Dijon. Nous sommes en 1513, pendant les guerres d'Italie. La ville, fidèle au roi de France, est assiégée par des mercenaires suisses à la solde de l'empereur Maximilien. Par miracle, la ville va résister. Mais cet épisode met en évidence la faiblesse des fortifications. Les autorités de la ville font alors appel à un fameux architecte italien. Emmanuel Laborier étudie le travail de cet architecte. Son nom,
Girolamo Bellarmato. Au milieu du XVIe siècle, vers 1547, on a connaissance du passage à Dijon d'un ingénieur italien, Bellarmato, et c'est visiblement à lui qu'on doit une forme particulière de bastion. Donc le principe des bastions de Bellarmato, c'est plutôt des grands bastions en pointe, des terrasses, c'est même plutôt des formes d'as de pique, des petits rétrécissements vers la jonction avec le rempart de ville proprement dit. Et c'est exactement la forme qu'on retrouve sur le bastion Saint-Nicolas, sur la fouille où nous sommes. Ces fouilles vont permettre aux archéologues d'étudier en détail le travail du célèbre architecte. Et en particulier ici, les murs qui reliaient le bastion Saint-Nicolas aux anciens remparts. Là, on commence d'avoir des éléments de maçonnerie du bastion Saint-Nicolas. C'est-à-dire qu'on va toucher vraiment physiquement ce morceau d'architecture. On va pouvoir en détailler la construction, la différence entre les pierres de parement, la taille du mur, la masse de matériaux, la façon dont tout ça se construit, et puis le détail de l'aménagement intérieur, puisqu'on voit déjà d'autres maçonneries apparaître là dans le décapage, des formes un peu circulaires, rien à voir comme souvent avec ce que nous donnent les plans anciens. Alors qu'est-ce que ça donne ici? Patrimoine militaire ou civil, grâce à ces fouilles sur le tracé du tramway, c'est tout un pan de l'histoire de la ville de Dijon qui refait surface. L'opportunité du tramway, c'est aussi de suivre sur une ligne continue, sur de grandes distances, et donc de pouvoir faire plusieurs fouilles qui suivent la même logique tout au long de la question des remparts, en l'occurrence. Ça permet de mieux comprendre l'histoire de Dijon, de ses sorties et de ses accès aussi, et pas seulement des questions militaires, bien sûr. Et donc des échanges entre Dijon et l'extérieur. Et de l'organisation urbaine, bien entendu.